Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Clément qui m'a proposé gentiment d'intervenir ici parmi vous. Alors, juste avant de démarrer, peut-être deux petits mots de présentation. Donc, moi, je suis consultant en informatique dans un domaine initial qui n'a rien à voir avec la sécurité, puisque j'ai une formation de DBA. Mais il s'est trouvé qu'au fur et à mesure de mon évolution de carrière professionnelle, j'ai été amené à traiter des sujets sur la sécurité au travers de différentes missions. Et dans les missions récentes que j'ai eu à traiter, je suis notamment intervenu au centre de formation informatique de l'armée qui se trouve aujourd'hui à Malakoff pour parler en fait des questions de crypto, d'utilisation de la crypto. Je ne suis pas un cadre dans les technos, dans les algorithmes de la crypto, mais au moins dans les utilisations des techniques de crypto sur les réseaux publics, puisque l'armée française a des besoins aussi en la matière. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser depuis 2002 à cette question, finalement, des usages numériques autour d'Internet et aussi ce qui sortait de nos ordinateurs. Et là, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu une accélération justement du trafic, du fait de l'alourdissement des pages, et on va justement en parler maintenant. Donc je vais vous présenter la problématique, et puis on va aussi aller sur des domaines qui ne sont pas forcément techniques. Il y aura de la technique, mais il y a aussi des domaines qui sont extra-techniques et qui concernent des problématiques de souveraineté. Voilà. Donc j'ai un site internet qui s'appelle dsfc.net, sur lequel je traite un peu de l'actualité, donc vous y verrez aussi des sujets relatifs à la sécurité. Alors, ça c'était une information très intéressante. Les publicitaires de l'Internet, en 2013, étaient en train de s'émouvoir du fait que Mozilla, donc la fondation Mozilla qui fait aujourd'hui Firefox et d'autres produits, était en train de, paraît-il, détourner le net. Alors j'ai mis une petite citation d'Audiard sur le côté. Évidemment, dans la contre-information, je veux dire que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si Mozilla détourne le net, alors je ne sais pas ce que font les publicitaires, puisque il suffit de regarder juste sur votre navigateur avec quelques outils que je vais vous donner pour voir le poids des pages. Là, je suis allé sur un site qui s'appelle Corben. Tout le monde doit connaître Corben, Corben Info. Sa page d'accueil, sans les outils appropriés, pèse, vous le voyez à peine, c'est en bas, il y a une barre de statut, elle pèse 306 kg. Bon, très bien, 306 kg pour page d'accueil, pourquoi pas. Et puis, en mettant quelques outils, que je vous conseille aussi de mettre sur vos navigateurs. Notamment, il y a deux outils qui sont très intéressants, qui sont Ghostery et Disconnect. Alors, il faut faire attention avec Ghostery. Ghostery comprend lui-même ce qu'on appelle un tracker. Donc, il faut désactiver le tracker à l'intérieur de Ghostery. Il y a Disconnect, et bien sûr, vous le connaissez tous, AdBlock Plus. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi Self-Destructing Cookies. Enfin, tout à l'heure, je vais peut-être en off, je vous remontrerai peut-être les outils calmement. Et là, la page arrive à 83 kg. Alors là, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la page passe de 306 à 83 kg? Alors vous le voyez mal sur l'écran, mais sur Ghostery, on voit ce qu'on appelle des mouchards. C'est-à-dire que cette page est perclue, en fait, d'outils statistiques qui mesurent l'audience, mais pas que ça, des régies publicitaires, ce qu'on appelle aussi des trackers, puisqu'en fait, quand vous allez sur des sites internet, eh bien, c'est grâce aux cookies qu'on arrive à retracer finalement tout votre historique de navigation. Donc, sans parler pour l'instant de sécurité, mais je ne vais pas tarder à y venir, il y a déjà un premier problème. C'est qu'on nous prend 50% à 2 tiers de notre bande passante. Donc, évidemment, il y a des outils qui sont un petit peu plus compliqués, comme AdBlock Plus, parce qu'il faut les configurer. Mais
par exemple, même pour votre grand-mère, hein, elle peut même utiliser Firefox avec Disconnect. Il n'y a rien à configurer. Et ça élimine, on va dire, allez, 70-80% des trackers habituels. Bien. Alors vous allez me dire, mais là, il est peut-être un petit peu loin du sujet. Pourquoi? Il nous fait voir Corben, un blogueur qui est très intéressant, et pour parler de sécurité. Alors, la liste que vous voyez en dessous, là, avec des liens rouges, c'est moi-même qui l'ai établi, puisque avec ADBlock Plus, on a des listes toutes faites, mais on peut aussi créer ses propres listes. Alors, il faut d'ailleurs se méfier maintenant d'ADBlock Plus, parce que c'est un bloqueur publicitaire qui aujourd'hui fait payer les éditeurs de sites pour qu'il y ait des exceptions, et donc autrement dit, ça devient une passoire. Donc il faut le configurer, je vous montrerai éventuellement ça tout à l'heure si ça vous intéresse. Alors, la surcharge pondérale, c'est pas que c'est l'hiver, hein, bon. Mais d'où ça vient? Alors il y a le publi rédactionnel, c'est-à-dire que en fait, l'affiliation, des liens sponsorisés, etc., etc. Il y a le Web Analytics. Ah, là, ça commence à devenir intéressant en matière de sécurité, hein, parce que là, on commence à avoir des stats, des données de fréquentation. Et donc, notamment, le leader aujourd'hui en matière de Web Analytics, c'est Google Analytics. Hein. Donc, c'est quelque chose de très important, vous allez voir, par rapport à la suite de ce que je vais évoquer. Il y a des régies comme AT Internet, etc., etc. Et puis, les régies publicitaires, eh bien, rebelote, on trouve une grande entreprise américaine qui s'appelle Google, dont elle a fait d'ailleurs son modèle économique, c'est AdSense, DoubleClick qui a été racheté il y a quelques années. Et donc, en fait, c'est le modèle économique de Google. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand j'utilise un service, j'aime bien regarder, je ne sais pas vous, comment vous vous situez par rapport à ça, mais moi j'aime bien regarder les conditions d'utilisation des services que j'utilise. Et là, j'ai relevé simplement quelques éléments. Hein, quelques éléments. Je rappelle que je vais remettre ça en perspective avec la suite. Hein. Je vais parler de sécurité quand même. Alors, Google a droit de prendre quoi par rapport à vos Android, par rapport à vos tablettes, vos téléphones mobiles, par rapport à Google Chrome, par rapport à Google, le moteur de recherche, par rapport à Gmail, qu'est-ce qu'il a droit de vous prendre? Puisque, je vous rappelle que quand vous créez un compte, implicitement, vous acceptez les conditions d'utilisation. Eh bien, vous acceptez, et c'est marqué, hein, je ne l'invente pas, vous pouvez y accéder vous-même, vous donnez vos adresses mail, vos numéros de téléphone, vos cartes de paiement. Eh oui. Eh oui. Vos cartes de paiement. C'est marqué, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Les données relatives aux communications téléphoniques, numéro de téléphone, numéro de l'appelant, je ne parle pas non plus de la géolocalisation des appels, les routeurs, etc., etc. Tout ça est pris. Tout ça est pris. D'accord? L'adresse IP, bon, ça c'est pas un problème en soi. Les cookies, ah tiens, on revient sur la problématique de tout à l'heure, c'est-à-dire la navigation, accéder à des sites, etc., etc. La géolocalisation, comme je vous disais tout à l'heure, les signaux GPS, points d'accès Wi-Fi, hein, vous savez qu'ils ont même récupéré tous les codes Wi-Fi quand ils pouvaient les récupérer chez les particuliers, sans vergogne, voilà, sans problème, personne n'y voit aucun problème, hein, presque, voilà, c'est assez étonnant. Et alors, regardez la dernière, je ne sais pas si vous la voyez bien, je ne pense pas trop bien, mais la collecte locale et le stockage local des données personnelles. C'est marqué dans les conditions d'utilisation. Voilà. Alors, donc, il faut quand même réfléchir aussi quand on utilise, par exemple, comme aujourd'hui c'est le cas, majoritairement, un navigateur comme Google Chrome. Est-ce que, dans l'armée française, est-ce que chez Areva, on a spécialement envie de donner ce genre d'informations? C'est une vraie question, ça. Hein, dans les entreprises stratégiques françaises. Vous allez voir, je vais y revenir, il y a quand même un impact à tout ça. Alors, d'un seul coup, je change de cadre
Et je me dis, il faut élargir l'horizon, il faut élargir le cadre. Et on va s'intéresser aux lois américaines. Les lois américaines, en place depuis très longtemps, hein, puisque le premier accord d'interception des écoutes date de 1943. Donc c'est le traité UKA-USA de 1943. Ensuite, il y en a eu un autre en 1946 avec l'Allemagne. Donc c'était pour intercepter toutes les communications mondiales. Donc échelon 1988. Bon là c'est gentillet, on écoute tout ce qui est téléphonie, on écoute tout ce qui est fax. Les Russes, sur leur réseau sécurisé, refusent, toujours encore aujourd'hui, d'acheter du matériel américain. Toujours. Les Chinois, bon, j'en parle pas trop, hein, mais enfin si, je vais en parler après. Voilà, donc on a déjà un premier pas avec la mise en place d'échelons en 88. Donc système d'écoute mondiale, hein, auquel participent d'ailleurs quelques pays. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie bien sûr, et le Canada. D'accord ? Donc quand même des pays qui pèsent un petit peu dans le monde. 2001, les attentats du World Trade Center, l'administration Bush, en fait, décrète le Patriot Act. Donc ça, c'était la version très intéressante, grand public du Patriot Act. C'est-à-dire on va faire la peau aux terroristes, bien évidemment, sauf que il y a, dans cette loi de 2001, une partie qui est un amendement à une loi un peu particulière dont je vais reparler après, et qui commence déjà à autoriser le gouvernement américain à récupérer les données n'importe où dans le monde. Donc il y a déjà un premier problème, c'est le principe de territorialité, c'est-à-dire que dès qu'ils ont des outils pour le faire, eh bien la loi américaine leur dit, les gars, vous pouvez le faire. Donc ils peuvent collecter finalement toutes les informations qu'ils veulent. Sauf que, alors, oui, je saute une étape. Il y a eu évidemment, nous, des grandes révélations. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a découvert qu'il y avait des écoutes. Alors ça, c'était extraordinaire, c'était en 2013. C'était l'histoire Prism, hein, bien sûr, avec Snowden. Merkel était écoutée. Alors ça, c'est quand même assez étonnant, Merkel soit écoutée, puisque l'Allemagne fait partie quand même d'un programme datant de 1946 avec les États-Unis. Et puis même, j'ai même lu dans la presse que les Français, dans la presse allemande, hein, que les Français avaient, eux, participé à ce programme d'écoute. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu aussi ce qui peut y avoir aujourd'hui comme manipulation en matière d'opinion. Hein, les Français ne participent pas à ces programmes d'écoute. On en a maintenant, on en a un, mais bon voilà. Donc, par contre, les Allemands, eux, avec les traités qu'ils ont signés, on peut raisonnablement se poser quelques questions. Alors que Merkel soit écoutée, pourquoi pas ? Mais en tout cas, elle le sait. Et alors moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'en octobre 2013, moi j'ai vu des choses hallucinantes. J'ai vu défiler le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, j'ai vu défiler Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, Laurent Fabius aussi à la radio, dire ceci, on ne savait pas. On ne savait pas. Alors là, j'ai un doute. Enfin, j'ai un doute. Il y a deux possibilités. Ou bien, ils ne savaient pas. C'est grave. Ou ils savaient. Et c'est grave. Hein ? C'est-à-dire que je crois qu'on a quand même... Bon, admettons qu'ils ne savaient pas. C'est pas totalement impossible, parce que moi, je me suis rendu compte aussi, par rapport aux formations que j'ai pu donner dans le cadre de l'armée française, que les gradés n'étaient pas tellement au courant de tout ça, finalement. C'était assez paradoxal. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de nos élites, entre guillemets, nos élites, je pense qu'on n'est pas très sensibilisé à tout ça. Et même nous, vous, moi aussi, dans un certain sens, il y a quelques années, on ne se pose pas les bonnes questions. Alors évidemment, je veux dire, en tant que particulier, je n'ai pas de problème particulier justement avec le fait que mes données soient pillées. Je n'ai pas de problème particulier. Par contre, en tant que chef d'entreprise, dans un secteur concurrentiel, où il y a
par exemple, des entreprises américaines, anglaises, canadiennes. Là, j'ai peut-être une réflexion à avoir. Peut-être. Hein, voilà. Alors, ce qui en fait a institué PRISM, donc la loi que ne connaissaient pas Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Laurent Fabius, c'est ce qu'on appelle l'amendement à la loi FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, une loi donc de 2008 votée par l'administration américaine qui prolonge en fait tous les systèmes d'écoute et qui, cette fois-ci, clairement dit ceci, hein, on peut prendre les données partout dans le monde, hein, notamment au niveau des entreprises de droit américain. Il suffit simplement de faire une demande auprès d'elles et on peut récupérer toutes les données que l'on veut. Voilà, donc c'est-à-dire beaucoup d'entreprises. La question, alors, la question que je me pose, mais enfin j'ai quand même un peu la réponse, c'est au vu de l'article 702, il parle de personnes, y compris non américaines, situées à l'extérieur des États-Unis. Ce sont des personnes physiques ou des personnes morales? Alors, pourquoi les Américains ont fait cet amendement à la loi FISA en 2008 ? Bah, c'est simple. C'est que pour collecter les données qu'ils avaient déjà instituées avec Échelon, le Patriot Act, etc., ils se sont heurtés à un problème majeur. C'est que le cryptage a commencé à se généraliser partout. Hein. Donc le SSL est intervenu très rapidement et aujourd'hui, il est un petit peu partout. Donc quand vous naviguez, vous êtes la plupart du temps sur des sites, enfin sur les parties sécurisées, vous êtes en HTTPS, la messagerie, vous êtes en SMTPS, POP-S, IMAP-S, évidemment. Et bon, on nous raconte des tas d'histoires, notamment sur ce qu'on appelle le DPI, le Deep Packet Inspection, mais moi je voudrais qu'on me donne quand même une machine, qu'on montre une machine capable en temps réel de décrypter, crypter tout un ensemble de communications qui portent sur un pays. Que l'on le fasse de manière partielle par rapport à une connexion Internet, je veux bien. Mais que ce soit généralisé à l'ensemble d'un pays, je ne vois pas quel est le processeur ou quel est le cluster, quel est l'ensemble de machines qui pourrait en temps réel récupérer toutes nos données. Eh bien, il y en a un. Mais il n'y a pas besoin d'acheter des processeurs. Puisque, comme je vous l'ai montré, la loi américaine autorise l'État fédéral américain à récupérer les données qui sont stockées dans les entreprises de droit américain. Donc les processeurs dont ils ont besoin, ce ne sont pas des processeurs, je veux dire, de l'État fédéral américain, ce sont les processeurs des entreprises américaines. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que, au niveau du numérique, on est quand même bien entouré. Cisco, Google, Facebook, Twitter, Amazon, Yahoo, Microsoft, Symantec, Oracle, j'en oublie peut-être, hein, Dell, HP, IBM, Intel. J'ai regardé quand même, hein, j'ai regardé. Ce sont des entreprises dont le siège social est basé où exactement? Ah, oui, je crois avoir compris ce que vous me disiez. Ils sont basés, je crois, aux États-Unis, c'est ça, hein, voilà. Donc, autrement dit, si j'ai bien compris la loi FISA ne fait qu'utiliser les 2 millions d'ordinateurs dans le monde de Google, les, je ne sais pas combien il y en a, millions d'ordinateurs de Facebook, peut-être pas, j'en sais rien, Twitter, etc. Donc, ils n'ont plus besoin de DPI. Voilà, le DPI, ça ne sert à rien, puisque la donnée, elle est directement stockée en clair sur les disques durs de chez Google, de Twitter. Je ne vais pas parler que de Google, d'ailleurs, ce serait un procès d'intention, je ne parle pas que d'eux. Enfin, ils sont ultra dominants, donc il y a Twitter, il y a Facebook, voilà. Elles sont là, les données. Pourquoi vouloir les crypter et décrypter en temps réel? Mais vous n'y pensez pas, c'est une débauche d'énergie. Et puis, techniquement, comment on peut faire? Comment on peut faire pour capter le trafic en temps réel? Moi, je lis des tas de trucs. Il faut arrêter quand même 2 minutes de raconter n'importe quoi.
Il y a des fois, je ne sais pas si les gens se rendent compte des absurdités qu'ils peuvent sortir. Moi, je veux voir l'ordinateur capable d'écouter en temps réel, avec du DPI, toute la France entière. Vache! C'est pas encore né. Hein. Je sais pas, il faudrait peut-être un réacteur, on en a quelques-uns, remarquez, on en a 58, et il faudrait peut-être un réacteur dans l'ordinateur pour pouvoir faire quelque chose, mais je sais pas. Parce que moi, des cartes réseau, vous voyez, mes cartes réseau, je sais pas, je sais pas, il y a des questions de débit, je sais pas, il y a des limites. Vous voyez, on dit toujours il n'y a pas de limite, mais là, à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites sur la puissance, il y a des limites sur le débit. Donc moi, je veux qu'on montre un truc qui permet de capter tout en temps réel. Puis encore, la France, c'est un petit pays, vous imaginez. La Chine, merveilleux. 300, 400 millions d'internautes, c'est ça? J'ai parlé aussi de l'ICANN, qui gère tous les noms de domaine. Aujourd'hui, c'est une société de droit américain. Alors le cloud, c'est qui aussi, ça? Le cloud, Google APPS, Microsoft Office Live, voilà. Alors, je ne suis pas en train de diaboliser les États-Unis, pas du tout. J'adore les Américains. Mais dans un pays où on a aujourd'hui un chômage structurel de masse, il faut peut-être se poser quelques questions par rapport au numérique et l'impact qu'il peut avoir sur nos économies. Je crois qu'on a, en tout cas en Occident, on n'est plus en guerre. Enfin, on n'est plus en guerre militaire. Et on est peut-être quand même un peu en guerre économique. Donc là-dessus, quand je vous parlais de la sensibilité des élites, je pense que c'est un discours qui est d'ailleurs tout de suite catalogué au rang des souverainistes. Vous êtes un dangereux nationaliste, dangereux souverainiste. Pas du tout, pas du tout. C'est qu'on a quand même aujourd'hui, vous avez vu ce matin, 10,4% de chômeurs en France. Je sais bien, ils sont tous un peu feignants, mais enfin quand même, 10,4, quand même, ça fait quand même beaucoup. Mais il y a des pays aussi ailleurs où il y a beaucoup de chômeurs. À côté de ça, il y a des pays qui se portent un peu mieux. Alors je ne dis pas que, évidemment, c'est que le numérique qui pose un problème. Alors justement, regardons. Louis Gallois, François Hollande, arrive aux affaires en 2012. Il confie à Louis Gallois un rapport. Vous voyez, je vous avais dit que je n'allais pas parler que de sécurité. Hein, je vous avais dit. Enfin, vous allez voir, on en parle quand même. Louis Gallois fait un rapport sur la compétitivité de l'économie française. Et effectivement, il a raison. C'est une vraie catastrophe. Plus 25 milliards en 2001 hors énergie. 2011, 10 ans plus tard, moins 25 milliards sur la balance des paiements. C'est quand même, donc ça fait quand même moins 50 milliards par an. Puis on a toujours des petits problèmes de déficit, vous savez. On a des problèmes de déficit, alors évidemment, ça ne rentre pas, ça sort. Regardez, ça sort, c'est terrible. Alors Louis Gallois, il écrit des trucs vachement intéressants. Il écrit des trucs sur les 35 heures. Ouais, alors les 35 heures, c'est épouvantable, c'est sûr. Les subventions qui ont été données aux grosses boîtes pour qu'elles puissent faire de la productivité, ce qu'on appelle la compétitivité hors prix, alors tout ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est sûr, l'Allemagne a baissé ses salaires de 10%. Alors en matière de compétitivité prix, cette fois-ci, on n'est pas terrible en France. Donc il faudrait qu'on baisse tous les salaires, si vous voulez. Ça serait mieux. Hein. La rigidité du marché du travail. Oui, on est dans un marché très rigide. Je crois qu'il y a aujourd'hui 80-90% évidemment d'emplois nouveaux qui se font en CDD, mais on est dans un marché extrêmement rigide. C'est vrai. C'est vrai. Un code du travail épouvantable. Et puis, alors là c'est vrai, mais ça il n'en a pas parlé. L'euro. Ah oui, l'euro, là d'accord, là il y a un impact, mais il n'en a pas parlé. L'euro, oui, c'est une monnaie qui a été faite plutôt par et pour l'Allemagne, et notre économie, on ne fait pas la même chose que les Allemands, si vous voulez. Nous, enfin les Allemands, le modèle économique, c'est on fait fabriquer dans les pays satellites, on assemble, on met un tampon. Mais bien sûr, les produits sont testés, c'est des produits de qualité. Donc on met un coup de tampon, on vend très cher, et made in Germany. Et nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Alors évidemment, vous comprenez, l'Allemagne est le premier importateur net en Europe. Hein, enfin, c'est le plus gros importateur en Europe, en niveau quantité. Bien sûr, mais avec la valeur de ce qu'ils vendent, évidemment, leur excédent commercial est énorme. Mais nous, on ne peut pas le faire. Nous, on a des problèmes. On est français, vous imaginez. Camembert, Roquefort, foie gras, en plus foie gras, pauvre bête.
hein. Bon, donc on a beaucoup de mal. Mais enfin, il y a aussi des entreprises comme Airbus. Airbus, on a Areva, EDF, Orange. Quand vous voyez les acquisitions d'Orange aujourd'hui, c'est une belle réussite française. Enfin voilà quoi, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Il y a des choses qu'on réussit très bien. Puis bon, le foie gras, c'est pas mauvais, le camembert aussi, quoi. Hein. Mais alors, dans le rapport Louis Gallois, nada, j'ai regardé, il y a 130 pages, je ne sais plus exactement, j'ai regardé, rien sur le numérique. Rien. Non, mais c'est sûr, c'est évident, il ne s'est rien passé de 2001 à 2011, il ne s'est rien passé. Il y a juste un truc qui s'appelle Internet. Je sais pas. Quand je vous dis qu'on a peut-être un début de semblant, de commencement de problème avec des élites qui comprennent peut-être pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. C'est terrible. On souffre. Alors, moi j'ai regardé, je dis, c'est moi qui délire, je délire. Moi, vous savez, je raconte n'importe quoi. Voilà. Donc je suis anti-allemand, anti-américain, pas du tout. Je dis tout de suite anti-anglais peut-être même, je sais pas. On ne manquerait plus que ça. Anti-polonais, je vais avoir du mal parce que c'est un peu mes origines. Donc, je me suis dit, est-ce que, par hasard, on serait en pleine guerre numérique? Alors, j'ai regardé, vous savez, au moment de l'affaire Snowden, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Alors, en février 2013, il y a eu des cyberattaques chinoises vis-à-vis des États-Unis. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils se battent beaucoup, tous les deux. Enfin, voilà. Août 2013, réponse des Chinois. Bah, ils ont mis du temps, quand même, pour répondre. Les Américains, pardon. Attaque sur les DNS chinois, donc réponse des Américains. Ils ont dû bien réfléchir à ce qu'ils devaient faire. Et puis, je glisse une information. 2013, 278 milliards de dollars versés par la NSA aux opérateurs télécoms. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils font de la monnaie assez facilement. Hein, très facilement. Il y a le QE, quantitative easing. Ça marche très bien. Bon, là, ils se calment un petit peu. Septembre 2013, Belgacom, des Belges espionnés par la NSA, c'est pas possible. Si, bah oui. Tiens, Jean-Marc Ayrault, d'un seul coup, dit, les gars, là, les ministres, là, plus de tablettes, plus de smartphones, enfin, grand public. Tiens, quand je vous disais qu'ils ne savaient pas. Pression des États-Unis en septembre 2013 pour intégrer un backdoor dans Linux. Vache. Collecte des données bancaires par la NSA, on l'apprend, ça vous pourrez retrouver, c'est dans la presse. Octobre 2013, un backdoor dans TrueCrypt. Tiens, ça c'est étrange. TrueCrypt, c'est un système de cryptage de disques qui marche vachement bien, qui est d'ailleurs très utilisé par l'armée française au passage. Et là, d'un seul coup, on nous dit, ce truc-là, il ne marche plus. Les développeurs n'ont rien dit sur le fait qu'il y avait un backdoor. Mais il paraît qu'il y en a un. Il y en a un. Voilà. Backdoor dans les matériels Cisco, D-Link, Linksys, Netgear. Les carnets d'adresses aspirés par la NSA. 50 000 malwares faits par la NSA. Donc c'était une information qu'on a appris en novembre 2013, mais ça doit être quand même 50 000, c'est pas en novembre, c'est cumulé quand même. Alors, par rapport à tout ça, moi j'ai regardé aussi la réaction. Alors là, la guerre économique, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, moi j'ai regardé les réactions des éditeurs américains. Donc Yahoo, en octobre 2013, nous annonce le chiffrement pour tous. Ah ouais, alors ça c'est marrant, ça. Là c'est drôle, ça. On va chiffrer les communications. C'est-à-dire d'un point A à un point B. Oui, mais d'accord, ça part de chez moi, c'est clair, c'est crypté, ça arrive chez Yahoo, c'est en clair. Voilà. Bravo, belle intox, et tout le monde content. Ben, bien sûr, ils font des choses pour nous. Sympathique. Google, Google, les cris d'orfraie de Google. Moi, ça m'a impressionné. Il y a même des ingénieurs qui ont dit « fuck you la NSA ». Fuck you. Vous vous rendez compte quand même, c'est extraordinaire. Le PDG de Google, qui même a envisagé, à un moment donné, seulement, ne vous inquiétez pas, de déménager Google des USA. Alors là, on se dit quand même, l'heure était grave. Hein. Bon, depuis, vous avez entendu parler de déménagement, vous? Non, non. Je pense pas qu'ils vont. Alors, décembre 2013, ça y est, c'est officiel. On apprend même parce que bon, on se doutait qu'ils piquaient les données qui étaient stockées dans Gmail, dans Yahoo Mail, etc. Ça, on s'en doutait. Mais maintenant, c'est mieux.
pour tracer les utilisateurs, ils se servent des cookies. Des cookies pour savoir où sont les gens. Attention, hein, si vous êtes djihadiste, portez-vous bien, hein, quand même, parce que là, ça va être dangereux pour vous. Hein. Voilà, alors, je ne vais pas... vous avez compris où je veux en venir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. On ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, même si on est mauvais, nous les Français, on est mauvais. On ne peut pas avoir perdu 50 milliards par an sur la balance commerciale sans qu'il se soit passé quelque chose en dehors des litanies qu'on nous sort tout le temps. Ce n'est pas possible. Il y a un moment donné, l'environnement a quand même changé. Pourquoi on n'a pas intégré ces éléments-là, justement, non pas pour devenir parano, il ne s'agit pas d'être parano, mais quand un pays collecte des données, comme le font les États-Unis, à votre avis, c'est pour s'en servir ou ne pas s'en servir? Ne pas s'en servir, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, ils ne s'en servent pas, c'est connu. C'est-à-dire que quand, en fait, à l'exploitation des données qui est faite par la NSA, en fait, j'ai pu retrouver l'information, je l'avais lu quelque part, je n'ai pas retrouvé la source. Mais j'avais vu le chiffre de 70% des données récupérées concernent l'économie. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on s'est quand même fait un petit peu enfumer. Hein. On nous dit le terrorisme, et derrière, c'est l'économie. Et moi, je ne sais pas, je ne suis pas un expert des rachats, des achats, etc. Il y a des fois, je suis un peu surpris de voir certaines entreprises américaines racheter des entreprises familiales françaises. Je suis très surpris, très. Des entreprises qui se portent bien. Je suis surpris, très surpris. Et je me demande pourquoi, comment cette entreprise-là, précisément, va être rachetée par rapport à une autre. Qu'est-ce qui leur donne, comme ça, d'un seul coup, l'intuition suprême? Mais peut-être qu'il ne s'agirait peut-être pas d'une intuition suprême. On a peut-être affaire à autre chose. Voilà. Moi, je dis simplement, si j'étais chef d'entreprise dans un secteur stratégique, eh bien, non, je n'utiliserai pas Google Chrome, je n'utiliserai pas Gmail, je n'utiliserai pas tous ces services-là. Je ne le ferai pas. C'est de la folie. Or, je dois vous le dire, au cours de mes pérégrinations professionnelles, je suis quand même tombé sur des choses, mais quand même extraordinaires. Par exemple, des gens chez EDF qui, parce qu'ils avaient des problèmes de messagerie, m'ont expliqué qu'ils s'étaient créés des comptes Gmail au niveau professionnel. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est de la bêtise à ce niveau-là. C'est pas possible. Donc, je crois que, voilà, c'est aussi un peu votre mission. C'est-à-dire d'expliquer ce qui se passe. Alors, c'est pas facile comme discours à tenir. Là, je sais bien, vous êtes incrédule de ce que je vous raconte. De toute façon, pas grave. Je suis pas là pour plaire. Mais je voudrais simplement, c'est que faites attention à ça. C'est selon le secteur d'activité où vous vous situez, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Si vous êtes à la boucherie sans eau, c'est Tintin et Milou, ça, je crois, c'est un truc comme ça. Si vous êtes à la boucherie sans eau, c'est pas pareil que d'être chez EDF. Arrêtez de calquer vos problématiques personnelles sur l'entreprise. Essayez de faire la part des choses entre ce que vous êtes à titre particulier et au niveau du boulot. C'est vous les futurs informaticiens. C'est vous qui devez réfléchir à la sécurité. C'est vous qui êtes les gardiens aussi des solutions techniques pour éviter justement cette fuite abondante des données. Donc, voilà, vous avez, et c'est pour ça que je suis venu ici. Je suis venu ici tellement pour me faire de la pub ou je ne sais quoi, j'en ai rien à fiche. J'ai du boulot, tout va bien, une vie sympa, une petite fille, tout. M'en fiche. Non, mais simplement, essayez, vous, à votre niveau, d'être sensible à ces aspects-là. Alors, sur le plan technique, c'est bien beau de dénoncer ou d'être là en train de pleurnicher comme je le fais, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut se barricader, s'enfermer? Eh bien non, justement. C'est peut-être la pire des choses. Il y a eu... j'ai mis dans les solutions l'illusion de la ligne Maginot. Moi, je suis atterré des solutions techniques qui sont proposées. Ce n'est pas en mettant un pare-feu qui bloque l'entrée des paquets dans une organisation, dans une infrastructure informatique, qui va faire que la donnée ne sortira pas. On regarde dans le mauvais sens. On regarde dans le mauvais sens. On pense qu'un mec va prendre une bagnole et se taper un mur en béton
de 2 mètres d'épaisseur. Je vous le dis, il va perdre. Il va perdre. Donc, bien sûr, il peut y avoir des failles, je suis d'accord, mais dans 99% des cas, voilà, ce n'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Il faut arrêter. C'est pas, claquez pas tout votre budget informatique dans The Firewall, The pare-feu. C'est tout à fait illusoire. Prenez un truc pourri. Au moins, comme ça, vous serez sensibilisé. Vous direz, il est foireux, mon truc que j'ai acheté. Il ne marche pas. Il faut que je bosse. Ah oui, il faut que je bosse. Ça, il faut bosser. Voilà. C'est-à-dire que mettez-vous en difficulté pour avancer. La facilité, elle nous amène à faire, aujourd'hui, rien, en fait. Rien. On ne fait rien. Rien, on a acheté le truc. On le défend au niveau de la direction, on a un beau pare-feu, regardez, ça vous a coûté cher. Oh la vache, ça a coûté cher, ça va être bien. Oh, ça coûte cher. Vous savez, je remarque en ce moment, c'est que les responsables informatiques, leur importance est fonction du budget qu'ils consomment. Vous voyez, j'ai un gros budget. Bon, ça fait un peu bizarre. C'est combat de coq. Hein, voilà, j'ai un gros budget, j'en ai. Voilà. Bref, j'irai pas plus loin parce que bon, voilà. Donc, contrôlez la sortie de vos paquets boudiou de boudiou. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, contrôler la sortie de paquet? Ça veut dire que quand vous avez un serveur DNS interne, là je m'adresse peut-être aux techniciens, dans le pare-feu, dites que lui seul peut sortir, les gars. Et que personne n'a le droit d'utiliser des DNS publics, genre 8888 ou 8844. Vous voyez de quoi je parle? Les DNS publics de Google. Hein, voilà, j'ai revu ça récemment d'ailleurs. C'était super. Dans un audit de sécurité. Le SMTP, aussi faites gaffe. Moi, je me suis aperçu, là, j'ai été élu maire de ma petite commune de 500 habitants au mois de mars. Oui, c'est au mois de mars, le 29. Et je me suis rendu compte que on a changé de photocopieur et le technicien est venu et il m'a dit, ça y est, ça marche avec votre email. J'ai dit, comment il fait? Il a mis un SMTP ouvert. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait attention, quand j'envoie une copie, ça arrive chez lui. C'est dingue quand même. Faites attention aux copieurs, vous savez, les fax copieurs. Avec le SMTP, là, les gars, là. Hein, vous les protégez, vos utilisateurs. Hein, par exemple, ce ne serait pas bien qu'un document de la région soit dans les mains de je ne sais qui, mais ça peut arriver, vous savez, ça part comme ça des photocopieurs. Faites attention, regardez. Regardez. Vous ne pouvez pas imaginer quand on gratte ce qu'on peut trouver. Et c'est incroyable. Des proxys aussi. Alors, des proxys, c'est hyper important un proxy. Qu'est-ce que c'est qu'un proxy? C'est un serveur que vous mandatez pour faire des sorties à votre place. Entre-temps, vous filtrez. Vous voyez? On bosse, quoi. On est des informaticiens. On est des techos. Hein? Voilà. Donc, on essaye de faire quelque chose. Sinon, ils vont continuer à lâcher l'informatique à Google et à Microsoft si vous ne bossez pas, les gars. Oui, et les données, là, du coup, elles seront directement là. Il n'y aura plus besoin de sécurité, remarquez, tout y sera directement. Ça sera parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de crypter vos disques. Crypter vos disques. Alors, TrueCrypt, du coup, ils ont arrêté, donc il y en a un autre, il y a une autre solution. Je crois qu'elle s'appelle VeraCrypt. Ça a été un projet qui a été repris, voilà. Faites attention à crypter vos disques, crypter vos échanges, même s'il y a des failles de sécurité, Heartbleed, Poodle ou je ne sais quoi, enfin, c'est pas grave. De toute façon, déjà en cryptant, ça veut dire que ça freine. Je veux dire, c'est comme l'histoire des niveaux de sécurité. C'est ralentir les choses. Voilà. Et puis la probabilité qu'un type tombe dessus à ce moment-là, etc. Bon, c'est quand même vachement compliqué parfois, hein, l'informatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Hein. Linux. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Linux? Là, j'ai un problème. Je suis un adepte de Linux. Hein, vous ne pouvez pas imaginer. Je crois que Clément le sait très bien. Mais là, c'est pareil. Faut faire gaffe. Ils ont, depuis le noyau 2.6.14, interdit le filtrage par processus. Eh bien, on est bien avec ça. Pour filtrer les sorties. Les sorties de paquets, c'est vachement pratique. Alors moi, du coup, je me suis retrouvé comme un idiot à revenir sur Windows. Vous vous rendez compte? Où j'en suis arrivé pour des questions de sécurité. Qu'est-ce que c'est dur. Alors, pour revenir à des choses aussi plus terre à terre, c'est surtout le surf. Choisissez bien votre navigateur, hein, vous avez compris. Le pire étant dans tout l'eau, sans conteste, c'est Google, c'est clair. C'est un outil qui a été fait pour vous pomper vos données. Bon, alors, après, vous pouvez dire, mais il est vachement bien, j'aime bien, vous savez. Moi, je suis quand même, comme argumentaire, l'autre fois, j'étais face à un groupe de jeunes informaticiens qui me disent, oui, mais il est beau. Oh la vache,
Ah, ça, j'avais pas compris ça. J'avais pas compris qu'un navigateur pouvait être beau. Je me suis dit, mais là, je dois être dans une autre dimension. Ils ont dû voir des gens que j'ai pas encore vus. Vous voyez, je me suis posé quand même des questions. Je me suis dit, là, vous voyez les gars, on touche le fond. Mais le fond de la piscine, hein, je veux dire, on touche le fond là. Hein, on gratte. Google Chrome est beau. Bon, alors là, on est mal quand même. Bon, alors oui, bien sûr, choisir un navigateur qui vous protège quand même un petit peu, mine de rien. Malgré ce qu'en disent les publicitaires, d'ailleurs s'ils l'ont dit, c'est que manifestement ils protégeaient bien. Et donc vous avez des bloqueurs publicitaires, donc je vous ai parlé de Ghostery, Disconnect, je parle aussi de, alors c'est un autre outil, c'est Self-Destructing Cookies. Le problème c'est le déploiement de Firefox. Dans une entreprise c'est pas toujours évident, mais bon voilà, il faut réfléchir. Tor, le réseau Tor anonyme, faire attention, hein, il peut y avoir des serveurs qui s'y trouvent qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Ça peut être intéressant quand même si on fait des recherches dans des secteurs d'activité particuliers, assez stratégiques. Bah, moi, je sais pas, je serais responsable informatique d'Areva, je demanderais à ceux qui font de la veille de passer par Tor, par exemple, sans aucun problème. Hein, avec bon, les risques que ça comprend malgré tout, mais on n'a pas beaucoup aujourd'hui d'autres solutions. Enfin, ils ont peut-être d'autres solutions, remarquez. Et puis, je voudrais aussi dire, voilà, si vous partez dans cette histoire de cloud, hein, l'informatique des nuages, magnifique, un nuage, il faut revenir un peu parfois plancher des vaches. Hein, et ben à ce moment-là, oui, bah, prenez français plutôt. C'est pas mal quand même ce qui se passe en France. On a quand même des gens avec le projet Andromède, Orange, SFR, ça coûte pas forcément plus cher. Ça, c'est pas vrai. Il faut regarder, mais là au moins, si vous êtes dans un secteur stratégique, alors je dis pas, encore rebelote, si vous êtes dans une entreprise de service à la personne en France, d'accord, ok, je suis d'accord. Mais sinon, réfléchissez, c'est tout. Après, moi, j'ai pas la solution pour vous. C'est à vous de décider en conscience, en fonction du degré. Maintenant, il faut éviter la paranoïa, mais on devient paranoïaque quand on ne comprend rien et quand on ne sait pas ce qui se passe. Là, on devient paranoïaque. Quand on n'a pas l'information, on est paranoïaque. Moi, je vais vous raconter une petite boutade. Il y a 2 jours, j'ai un administré qui frappe à ma porte paniqué et qui me dit « Mais c'est terrible, il y a des voitures dans la rue. » Je lui dis « Oui, à quelle heure ?»« 2h moins quart. » Oui, d'accord, ok. « Il y en a partout. » Ah, d'accord, ok. Et en fait, le gars était en panique. Et pour le rassurer, je lui ai dit « Tu sais, il n'y a pas de problème, Régis. Tu vois, il n'y a aucun problème. Dans notre circonscription, il n'y a que 2 patrouilles qui circulent, de gendarmerie qui circulent dans le canton. Donc le temps que tu aies un problème, ils vont mettre 3 quarts d'heure avant d'arriver chez toi. Ben, je ne sais pas, ça l'a calmé. Voilà. Donc simplement pour dire que quand il y a des problèmes d'insécurité, je veux dire, il faut être conscient à un moment donné de la réalité qui nous environne. Voilà. Et ça, c'est, je pense, la partie la plus... Arrêtez de faire l'autruche. Et puis, je veux dire, on n'est pas dans du marketing quand on fait l'informatique, on est dans de la technique. Hein, Google, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Non, c'est sale. C'est très sale, puisque derrière, il collecte tout. Donc, c'est pas beau. C'est pas un logo qui va vous, d'un seul coup, faire vous transcender complètement. Enfin, j'espère pour vous. J'espère que vous avez d'autres moyens de transcender que ça. Voilà. Bah, moi, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Sauf que... Et puis, je vous dis, comme on le dit en Normandie, Boujou, puis des bobons. Voilà, des bobons, c'est pas des bonbons. Voilà, donc on va maintenant entamer la partie de discussion. Je vous remercie évidemment de m'avoir écouté. Et puis, donc là, on va passer à la phase d'échange. Merci Denis. Alors pourquoi j'ai demandé à Denis de venir aujourd'hui, parce que je pense que vous l'avez vu. Et pourquoi je lui ai demandé de venir à cette heure-là? Parce que c'est après le buffet et on a toujours la crainte de voir les gens qui sont là s'endormir. Et je savais qu'en mettant Denis à 14h... Je me suis douté, hein. Je pense que là, il est 14h, vous venez de manger, vous êtes plus réveillé que ce matin à 9h. Enfin, voilà, donc si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Les micros. Oui. Je cours. J'élimine le buffet. Alors, ce n'est pas forcément des questions à proprement parler, mais c'est pour réagir sur les solutions que vous avez proposées. Oui. Déjà, pourquoi utiliser Tor, si je ne me trompe pas, qui est financé à 80% par la NSA?
l'avantage du réseau Tor, c'est que vous savez que vous avez la possibilité dessus, moi c'est ce que je fais quand je l'utilise, de changer d'IP quasiment à chaque requête. Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué de repérer les choses. D'autre part, vous avez un outil qui se trouve devant qui s'appelle Privoxy, en général, puisqu'il faut un proxy de Ventor. Et donc là, vous pouvez y mettre des règles pour justement enlever vos identifications, vos informations d'identification. Donc simplement, je suis d'accord avec vous, d'ailleurs je pose la question, j'ai mis Tor ou un bon proxy. Donc vous voyez, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est ce que, comme précaution, j'avais dit, oui, il faut faire attention, il y a certaines machines qui sont de toute façon, on sait très bien que ce sont des machines gouvernementales, qui sont là pour aussi écouter, etc., pour capter. D'ailleurs, il y a la Russie récemment qui a demandé, enfin envoyé, demandé à ce que, je crois qu'ils ont fixé une prime pour justement détruire en partie le réseau Tor, enfin, un truc comme ça, je crois, récemment. Donc oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je serais plus partant pour un proxy qui soit bien maîtrisé, avec un bon fournisseur d'accès, etc., etc. Là, je suis d'accord, parce que le proxy, l'avantage, c'est qu'il filtre, il enlève toutes les cochonneries qu'on pourrait avoir. Et donc déjà, en termes, ne serait-ce que même, par exemple, aujourd'hui, les infections virales arrivent beaucoup par la navigation, les téléchargements qui s'y trouvent, etc., etc. Et là, on a aussi des possibilités, évidemment, sur le proxy, d'analyser le flux en amont pour éviter, par exemple, de contaminer toute l'infrastructure. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec votre remarque. Bonjour. Bonjour. Peut-on réellement se protéger? Parce que c'est vrai qu'on peut crypter nos données, on peut faire tout en sortant, mais nos données atterrissent forcément quelque part. Et si les gens en face ne font pas la même chose, certains morceaux vont là où toutes les autres informations sont. Alors moi, j'ai deux éléments de réponse par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que si vous ne faites rien, c'est sûr que vous ne serez pas protégé. Bon, déjà, ça c'est clair. Donc déjà, on botte en touche. Et sur la deuxième, je suis assez d'accord avec vous parce qu'il y a quelques années, c'était dans les années 2004, j'avais travaillé pour une filiale de chez Philips où ils avaient eu manifestement un vol dans un service de recherche sur des plans, etc. Et ils avaient pris le parti, effectivement, de crypter tous leurs échanges. Et notamment, ils avaient obligé leurs fournisseurs, au travers de clés, à ce que les échanges soient cryptés. Donc si vous êtes dans un secteur stratégique, ou bien dans une entreprise, parfois ça peut être que le bureau d'études, je veux dire, ça peut être très très consigné, c'est pas la peine d'affoler tout le monde. Je veux dire, il y a des secteurs stratégiques évidents. À côté de ça, on peut vivre normalement, je veux dire, au niveau de la guérite, peut-être du gardiennage, j'en sais rien, mais bon, peut-être pas, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut effectivement ne pas avoir, là encore, de vision totalitaire. Parce que si on a une vision, ou totalisante plutôt, si on a une vision totalisante, je crois qu'on passe à côté de la plaque. Il faut vraiment trouver des réponses qui soient adaptées, c'est-à-dire être au cœur des usages numériques. Moi, ce qui m'affole, c'est que la plupart d'informaticiens que je vois voient l'informatique de leur bureau, en quelque sorte, et ils oublient d'aller voir l'utilisateur. Quand un utilisateur a un problème, le problème, il existe, de toute façon. Ce n'est pas nécessairement un idiot, je veux dire, etc. Donc, il faut écouter l'utilisateur. Et donc, pour prolonger ce que je dis, toujours par rapport à Philips, j'avais rencontré un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, c'est dommage, qui était le RSSI, et il me disait, Denis, tous les matins, la première chose que je fais, c'est 1h30 dans l'usine sur les machines à café. Voilà. C'est-à-dire que, là encore, on est au cœur de la problématique sécurité. La sécurité, ce n'est pas que de la technique, c'est de l'humain. Et donc, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. Le fonctionnel est extrêmement important. Et moi, j'avais fait une formation à la DIREN de Basse-Normandie. Enfin, ce n'était pas une formation, d'ailleurs, ça avait abouti à une formation, mais c'était un conseil. Et justement, on avait un peu accompagné les utilisateurs pour, justement, bien intégrer des aspects sécurité. Ce sont eux, les utilisateurs, le rempart. Je veux dire, si quelqu'un reçoit un fichier SCR en pièce jointe et l'ouvre pour avoir l'économiseur, et derrière, il y a quelque chose qui va poser un verre, qui va se diffuser à l'entreprise, voilà, si on fait le boulot d'information, de formation auprès des utilisateurs sur l'utilisation numérique, vous savez, moi je vois les niveaux d'utilisation numérique, mais franchement, c'est absolument extraordinaire. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes planètes. Donc, arrêtons, c'est ce que je disais tout à l'heure, de transposer ce que nous sommes sur les autres. Il faut regarder ce que sont les autres. Parce que c'est ça aussi la sécurité, c'est d'analyser l'individu dans ce qu'il a de singulier.
à un moment donné, alors bien sûr, on ne peut pas passer non plus notre temps à se faire un ulcère à l'estomac en buvant du café tous les matins, je suis d'accord, mais bon, il faut quand même, à un moment donné, trouver des modus vivendi qui soient opérants. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas en claquant tout votre budget dans une solution antivirus et dans un pare-feu que vous allez sécuriser la boîte. C'est faux. C'est faux, faut arrêter. Vous dormirez peut-être tranquille, c'est vrai. Le directeur va dormir tranquille, c'est vrai. C'est possible. Mais vous ne serez pas sécurisé. Ça, c'est pas vrai. La sécurité, vous savez, moi j'aime beaucoup l'approche suisse ou l'approche israélienne de la sécurité. Hein, parce que la sécurité chez eux, vous voyez, c'est l'affaire de tout le monde. Et bon, c'est vrai que Israël, c'est un pays un peu particulier. Mais si on regarde la Suisse, globalement, bon, c'est vrai aussi, il est particulier. C'est vrai que le lac Léman à surveiller, c'est pas non plus très compliqué. Enfin, bon. Mais quand même, ils ont intégré la sécurité. Ça ne doit pas nous rendre fous. Au contraire, je pense que quand on intègre la sécurité, on vit vachement mieux. Voilà, on dort mieux, on vit mieux. Parce que voilà, mais quand votre maison, elle est bien fermée à clé, vous avez vu, c'est super, c'est génial, non? Non? Bon, je sais pas. Voilà un petit peu les éléments de réponse que je pouvais vous donner par rapport à ça. Pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure, on a des exemples récurrents en fait, dans l'actualité. Celui que j'avais en tête tout à l'heure à vous écouter, c'était quand la dernière fois que qu'Airbus a perdu un marché contre Boeing. Ça a surpris la presse, mais finalement pas tellement outre mesure, étant donné que effectivement, aujourd'hui les États-Unis ont réorienté leur service de renseignement essentiellement sur la partie économique et plus tellement sur la partie militaire comme ça pouvait être dans le passé. Alors cette réalité pose un problème pour tout le reste du monde, mais pas pour les États-Unis en fait. Ils sont le premier pays à être souverainiste. Eux, ça leur pose pas de problème, et visiblement pour les autres, ils se posent pas tellement la question. Et c'est un problème dans le sens où la majeure partie des réponses technologiques sur la question de sécurité utilisent essentiellement des technologies qui viennent des États-Unis. Donc la question de la souveraineté, elle est malheureusement, je trouve, pas abordée, et il y a finalement assez peu de solutions qui sont développées pour nous en France, qui sont développées en France finalement. Oui, alors par rapport à votre commentaire, moi ça m'évoque deux niveaux de réponse. Première, c'est sur ce que vous disiez à la fin. Oui, par exemple, pourquoi Alcatel est aujourd'hui dans la situation où il est? Quand vous regardez, par exemple, au niveau électronique active, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Il y a Cisco, Huawei, les Chinois, et Alcatel, l'Européen. Et là, d'un seul coup, on sent bien, ça pose des tas de problèmes, etc. Donc il n'y a pas là aussi d'analyse stratégique. Est-ce que c'est stratégique pour la France d'avoir un constructeur de routeurs, de switch, etc., d'avoir des technologies qui nous sont propres? Moi, clairement, je dis oui. Je dis oui. Voilà, ça fait partie, mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas ça. Au point d'ailleurs où maintenant, Free achète ses routeurs chez les Chinois, chez Huawei. Alors, sur le premier volet de votre interpellation, par rapport à l'histoire Airbus-Boeing, moi, je me suis aussi posé des questions récemment, mais ça n'a rien à voir avec l'informatique, sur le rachat par les Chinois de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Vous avez vu, non, ce qui se passe? L'État français, l'État, oui, l'État, vend l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors, il y a juste un petit problème. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, c'est là où se font tous les essais Airbus. Et là, Airbus est quand même un peu monté au créneau en disant attention, là, on est peut-être en train de faire quand même une grosse bêtise. Donc, cette souveraineté, oui, il ne faut pas en avoir peur. Enfin, le mot est pas... C'est marrant, nous, on est taxé de souverainistes, alors que la souveraineté, c'est un très beau mot. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Et les autres en font, les Anglais en font, les Américains en font, les Allemands en font. Et ils ont raison d'en faire. Pourquoi nous, on n'en ferait pas? Voilà, c'est ça. Alors, à chaque fois, d'ailleurs, on s'aperçoit que quand il y a une proposition comme ça, comme Andromède, là, je crois que c'est Andromède, oui, c'est ça, le projet Orange SFR, mais il faut voir déjà le dénigrement qu'il peut y avoir avant que ça se fasse. Et donc, je me pose parfois aussi des tas de questions. Mais je répète, je ne suis pas parano. C'est tout. Simplement, on est dans un jeu, on est dans une guerre économique où tous les coups sont permis. C'est tout. Si on ne comprend pas, on vit au pays des bisounours. Voilà, c'est tout, c'est clair. Les autres, ils ont compris le monde dans lequel
ils étaient... Et nous, non, on n'a pas compris le monde dans lequel on est. Et d'ailleurs, c'est l'illustration, c'est ce que je vous ai dit, c'est Galois, c'est Hérault, c'est Valls, c'est Laurent Fabius aussi, d'une certaine façon. Mais moi, c'est pareil, je les attaque pas personnellement, mais je me dis, voilà. Bon, après, Hérault, il a plutôt pas mal réagi. Je crois qu'il était pas mal, d'ailleurs, bon, il n'est pas resté, parce que... Bon. Mais il a pas mal réagi. C'est marrant, il a pris pas mal d'initiatives par rapport à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité, etc. Je crois que lui, il avait compris quelque chose, quoi. Voilà. Un gars en camping-car, de toute façon, il ne peut pas être fondamentalement mauvais. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci Denis.